c'était l'oiseau en ferraille, sauf que l'oiseau en ferraille, il était un peu plus petit, donc fallait creuser un peu plus profond, fallait descendre un peu plus profond pour le trouver, mais non, Ok. elle est enterrée comme à peu près comme Max l'avait dit. Bon, j'ai pas mesuré les couches de terre, hein, entre nous soit dit, mais Non, mais voilà. vous n'avez pas besoin de descendre à 80. Vous n'avez pas besoin de descendre à 80, vous la trouverez avant. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir la profondeur. Je pense à votre dos. Je pense à votre dos. Merci. Voilà. Mais dites-vous que même quelqu'un, je n'oublierai jamais cette phrase parce que je la trouve absolument extraordinaire. Je sais plus qui a écrit ça, ni même où d'ailleurs, mais j'ai vu ça écrit. Vu son âge avancé, Becker n'a pas pu creuser tout seul. Donc je vous rassure, même avec mon âge avancé, je suis parvenu à creuser tout seul. On peut creuser et on peut trouver la chouette. Il n'y a aucun problème. Non, mais je ne doute pas. Non, c'était juste pour me... Enfin, voilà. Mais je suis pas fou. J'ai pas enterré, j'ai pas fait un trou d'1 mètre ou d'1,20 m pour aller la mettre tout au fond et remettre 80 cm de terre par-dessus. Elle est enterrée comme il avait été dit, voilà. Et c'est vrai que quand on arrive aux alentours de 80 cm de profondeur, on est content de s'arrêter, donc on est content de poser la chouette au fond puis de tout remettre par-dessus. Hein. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Moi, ça c'est bien. Monsieur Becker, puisqu'on est dans les questions techniques, est-ce que on est obligé de passer... Enfin, si j'ai une super solution qui me fait traverser une rivière, donc avec des bottes et tout, et que c'est le seul chemin, est-ce que c'est forcément faux? Tout dépend à quelle distance se trouve la rivière. Je crois qu'il en avait parlé, Max. Il avait dit qu'il n'y avait pas de rivière juste à côté. Donc si vous traversez une rivière pour y aller, à mon avis, vous devriez pouvoir trouver un chemin sec qui doit y mener aussi. Ok. Oui, voilà. Il n'y a aucune obligation de traverser une rivière, sauf, encore une fois, si vous voulez y aller à pied par le chemin le plus court, je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, vous pouvez toujours. Non, il n'y a pas d'obligation de traverser une rivière. Ça n'a rien d'un parcours imposé. Oui, ce que je voulais juste vous savoir, c'était quand vous y êtes allé, vous, est-ce que vous aviez mis des bottes, en fait? J'avais mis une sacrée moumoute, hein, je peux vous dire, parce que la nuit, il fait froid. D'accord. Mais pas de bottes. Au mois d'octobre. Comment? Mais pas de bottes. Je vous dirai pas ce que j'avais dans les pieds, ce que j'avais aux pieds. Mais non, mais si vous voulez dire des bottes au sens de traverser de la flotte, non. Oui. Non. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Sur les questions techniques, tiens, je vais vous faire un petit communiqué parce que je pense que c'est important. J'ai vu passer quelques commentaires écrits qui remettent en cause le règlement, où j'entends dire que le règlement a changé, etc. Je vais être très clair là-dessus puisque on peut se parler un petit peu aujourd'hui. Le règlement n'a pas changé. Je n'en ai pas changé une ligne depuis l'origine, depuis 1993. Donc, contrairement à ce qu'affirme, je passe sur Crowley parce que de toute façon, il sera jamais d'accord avec personne, mais ce que je vois circuler sur le Discord ou sur différents forums concernant le règlement, les termes du règlement sont strictement inchangés. J'ai lu, certains m'a dit, ou Max dit, la loi dit que on peut pas refuser, machin. Max Valentin, et il était animateur de cette chasse, ça n'a jamais été un juriste, donc les propos de Max Valentin sur la loi et sur ce que le règlement signifie ne sont que les propos de Max Valentin, ne sont pas les propos d'un juriste, encore moins ceux d'un tribunal, et encore moins ceux de l'organisateur, puisque l'organisateur c'était l'éditeur, c'était pas Max Valentin. Donc les termes du règlement sont extrêmement clairs. J'ai voulu, avec mon avocat, les commenter. J'espère que vous avez bien lu les nombreuses pages de commentaires qui ont été faites, et c'est pas des commentaires qui font novation, c'est des commentaires qui explicitent l'intention première des organisateurs. Et quand l'éditeur a publié le premier bouquin en disant article 5 du règlement sera réputé gagnante, etc., vous le connaissez par cœur, c'est parce que dans l'esprit de l'organisateur et de l'éditeur, il était très clair que la personne qui se verrait remettre la contre-marque et qui serait déclarée gagnante, c'est la personne qui aurait à la fois décrypté ce qu'on a coutume d'appeler maintenant la super solution et déterré la contre-marque.
Et c'est depuis le départ. Il n'y a eu aucun changement. Moi, je ne veux rien changer à ça, mais je m'insurge contre certains propos, effectivement, qui ont été tenus et écrits par Max Valentin concernant ce point précis, où il n'avait aucune autorité à le faire. Je rappelle que Max Valentin était l'auteur des énigmes, l'animateur, mais en aucun cas le financier ou l'organisateur. Donc ce n'était pas à lui de dire comment interpréter le règlement. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire, le règlement n'a pas changé. Oui, il faut lire le règlement et surtout il faut le comprendre. Il est très clair que quand on dit sera réputée gagnante la personne qui aura décrypté machin et permettant de localiser la cache, ça veut dire que le gagnant il doit avoir localisé la cache. Après que Max Valentin écrive un jour parce que je sais pas quoi, il est de mauvais poil ou il en a marre ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il suffit d'apporter la contre-marque et moi je donne la chouette d'or. C'est pas, il n'était pas, encore une fois, il n'était pas organisateur. C'était pas à lui de décider de ce point-là. Et ce point-là avait été explicité préalablement dans le règlement. Donc il faut s'en tenir au règlement et un point c'est tout. Donc chercher, ça vaut le coup et ce qu'il faut, c'est trouver la cache, c'est pas trouver la contre-marque seulement. Il faut trouver décrypter la super solution et être capable de dire voilà l'endroit exact de la cache. Tout à fait. Non, mais il faut être très clair là-dessus. Je veux dire, ça n'a pas de sens de penser qu'un éditeur, un contrat doit s'interpréter dans l'esprit de ceux qui l'ont conclu au départ. Et quand un éditeur, quand un sponsor comme moi décide de lancer une opération, l'éditeur, il a mis de l'argent, il a fait imprimer les bouquins, il a investi. Moi, j'ai investi. Max Valentin, il n'a pas investi, lui. Il avait écrit des énigmes, il était juste auteur des énigmes. Par conséquent, c'est pas à lui de dire ce qui doit être fait ou pas fait. Ça n'était pas ni de son autorité, ni même du domaine de son interprétation. C'est pas à lui d'interpréter le règlement. Donc c'est très clair là-dessus. Moi, je le fais à 2 titres, en tant qu'organisateur et en tant que sponsor. Et je vous dis très clairement, l'intention de départ a toujours été de dire, il faut un gagnant. Il y a un bouquin qui est publié, il y a des énigmes, le gagnant, c'est celui qui trouve la solution. C'est pas celui qui va déterrer n'importe comment la contre-marque. Entre 93 et aujourd'hui, en plus, j'imagine, parce que j'y connais pas grand-chose, qu'il y a des appareils beaucoup plus performants pour détecter je ne sais quoi. Donc ce serait totalement inadmissible que quelqu'un qui a à peu près ou qui va se balader sur les forums, qui déduit qu'il y a 2 ou 3 zones possibles, qui va les passer au peigne fin et qui un jour ou l'autre trouvera la contre-marque ou trouverait la contre-marque, il est inadmissible que cette personne-là puisse être déclarée vainqueur. Ce serait faire insulte aux joueurs que vous êtes et aux nombreuses heures que vous avez passées à chercher des solutions. C'est un non-sens de dire ça. C'est ma vision, en tout cas. Ouais, bien, Michel, juste une petite, juste un truc technique. Là, je suis justement sur le site de la Chouette d'Or. J'étais en train de reprendre justement le règlement, parce que comme vous en parliez, il y a les 2 premières pages qui sont le PDF, elles sont foirées. C'est-à-dire qu'on voit pas les articles, c'est mal fait. Vous êtes sur quel site vous êtes? Sur le site. Alors, je suis bien sur le site de la Chouette d'Or, on est d'accord, hein. Attendez, je vérifie quand même. Document officiel, édition de la Chouette d'Or. Donc, je suis bien sur le jeu. Ouais. Donc, le règlement du jeu, les 2 premières pages, elles sont. Le PDF est raté. Et t'as pas un problème de réseau? Je sais pas, les articles, ils sont tout écrasés chez moi. Attends, moi, je vais essayer de mon côté. Voir. Les deux premières pages, les articles sont complètement écrasés, on voit pas grand-chose. De mon côté, on va bien voir. Alors, c'est peut-être un problème. J'ai un site à géométrie variable. Figurez-vous que M. Crollet est le seul, au-delà des 94 soumissions qui ont été reçues par l'huissier, c'est le seul dont la soumission n'est pas bien imprimée, dont le PDF semble défectueux. Il lui manque une ligne, mais c'est le seul. Ça arrive.
Non, mais je vois ça là, parce que j'y suis. Je suis sur le. Là, je suis vraiment sur votre site, un document sur les Non, mais je vous crois. Ça fonctionne chez moi. Non, mais ça vient du réseau. Ouais, j'ai les deux premières pages. Et elles sont acrobates. Les pages sont nettes ou pas nettes? Les pages sont nettes ou pas nettes? Oui, totalement nettes, oui. Alors c'est parce que le téléchargement, celui qui est défectueux, c'est un téléchargement qui n'a pas été tout à fait jusqu'au bout, je pense. C'est impossible. J'en sais rien. Alors, les gars, pardon, c'était à mon ordinateur. Ça s'appelle une mise à jour d'acrobate aussi, parce que des fois, t'as le... Je sais pas, c'est quand même révélateur, hein. C'est quand même révélateur que quand il y a un bug quelque part, c'est forcément la faute de Becker. Hein. Non. Je posais la question. C'est pour ça que je posais la question avant de dire quoi que ce soit. Non, mais je rigole, j'ai très bien compris. Je profitais, tenez, je vous mets une capture d'écran de ce que moi j'ai quand je le prends. Voilà, là, il y a l'article 2, le début de l'article 3, et en fait, on voit... Alors, c'est dans quoi? C'est dans le no micro, c'est ça? Ouais, dans le no micro 3. J'ai ça, moi, qui a écrasé, tu vois. Je suis venu aujourd'hui en toute tranquillité parce que j'ai vu l'intitulé du salon, j'ai trouvé ça sympa. En cas de grève, briser la glace. Tiens, j'aime bien le truc de la poste, là. C'est Tom Thor, là, qui a mis ça. Alors, mon PDF, il est où? Il est à la fin, le voilà. Bah, c'est super net, là. Alors, c'est YC, hein, c'est celui de YC, pas celui de Tigrou. Et ni celui d'Adrien. Moi, c'est celui de YC, j'ai ça, moi, qui YC. Voilà, je sais pas. Ça. Vous n'avez pas un problème d'affichage plutôt? Je suis en train de me demander du coup parce que c'est pas logique que moi il apparaisse comme ça alors que la page 3 est nickel. Après la page 3 tout va bien. Mais là vous voyez j'ai fermé le site et je l'ai rouvert pour être sûr et j'ai toujours le même problème d'affichage. C'est forcément de ma faute, mais il faudrait me dire ce que je dois faire. Non, ça vient sûrement de ton PC, hein, Yannick. Ça doit venir de mon PC. Yannick, ton PC est daubé. Ouais, c'est ça. Il est dépassé. Un Mac, ça doit être pour ça. Non, mais c'est. Ouais, non, ouais, là, je viens de le refaire. La carte graphique, peut-être la carte graphique aussi, hein. Non, la mémoire. Bon, après, c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Si les autres l'ont correctement, ça vient forcément de chez moi. Bon. Ça vient plus de. Voilà. Pourquoi j'ai mis le cas de l'A84? C'est quoi le délire? Voilà. Donc, ça doit venir. Non, là, c'était avec le navigateur directement. Alors, c'est le navigateur, ouais. C'est l'affichage du navigateur qui est en cause, ouais. Voilà, ça doit être ça. Mon problème d'affichage dans mon navigateur, ouais. Ça doit être ça. Bon, ne cherchez pas, hein, c'est parce que je voyais ça, donc je voulais vous le dire. Bon, bah, du coup, ça vient de chez moi, on est d'accord. Voilà. Mets-toi à la file. Cette fois. Non, mais c'est mon vieil Amstrad, là, il merde. Mais oui, mais on rigole. Oui, je sais bien. Au moins voilà, ça, je sais que ça vient de chez moi, et puis voilà, c'est pas. Il n'y a pas de souci, excusez. Je postule. Bon, alors, Asfo, puisqu'on parle, vous trouvez que je ne devrais pas répondre à des questions? À aucune, finalement. Concernant les énigmes, on est bien d'accord. Moi, j'essaye de répondre, j'ai essayé au départ de réorienter les discussions sur la manière d'aborder les énigmes, mais pas sur le contenu des énigmes ou sur une confirmation, une affirmation ou un commentaire d'Emadi, ça n'est pas du tout mon rôle. Je ne veux pas rentrer dans ce rôle-là non plus. Moi, je lis tous les messages qu'on m'envoie, je les lis. Tous les messages personnels que je reçois, je les lis. J'y réponds pas toujours. Toutes les questions qui m'ont été posées, je les ai lues. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes de répondre parce que là, c'est carrément du temps perdu, quoi. Les grosses rigolades, les grosses astuces ou les petites astuces que même moi, j'arrive pas à comprendre, que seul comprend celui qui les a écrites.
Je veux dire, tout ça, c'est une perte de temps pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Sans compter que peut-être on vous y a obligé aussi à arrêter les questions. Ça fait quand même quelques jours. C'est pas tellement qu'on m'a obligé à arrêter les questions, c'est que le fait que je réapparaisse physiquement dans les débats, ça a redonné un petit goût de Minitel à certains, ça a rappelé un peu une certaine époque, mais ça n'est pas du tout le but. Ouais, mais ce que je voulais dire, je suis plus vicelard en fait, je suis plus pessimiste. Ça fait quelques jours qu'on se demande, enfin, ouais, que je me demande en l'occurrence, s'il n'y aurait pas une volonté de la part de certains, d'un petit groupe, etc., que vous connaissez bien, de venir ici sur le forum pour pourrir un peu l'ambiance et de vous avoir justement mitraillé de questions pour provoquer. C'est pas possible. Je vais vous rassurer, c'est pas possible parce qu'il n'y en a pas plus de 2 ou 3 qui soient d'accord. Même chez eux, il n'y en a pas plus de 2 ou 3 qui soient d'accord. Donc, de toute façon, il n'y a pas de groupe constitué qui viendrait couler le Discord. Ils sont pas assez disciplinés pour faire ça. D'accord. Rassurez-vous, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, mais non, mais je pense qu'il y a une briserie. Voilà, quoi. Le fait de pouvoir s'exprimer, le fait d'être lu par les autres, ça apporte un certain plaisir, une certaine griserie. On peut y prendre plaisir. Moi, je pourrais m'amuser à dire, bah voilà, je me pointe, je dis ce que je veux, tout le monde m'écoute. Dès que je dis un truc, tout le monde va chercher ce que j'ai bien voulu dire. Mais c'est pas du tout le débat. Et puis de l'autre côté, qu'il y ait une intention concertée de vouloir détruire le Discord, je ne crois pas. C'est juste des gens qui se lâchent un peu. Il y en a certains qui aiment bien poser des questions farfelues, qui trouvent ça amusant. Plus ils ont de likes ou de petits sourires ou de machin, ce que vous voudrez, ou de pouces levés, et plus ils sont contents. Mais je veux dire, ça c'est du jeu de forum. C'est à ce à quoi on s'amuse sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis pas là pour ça. Enfin, je veux dire. Comme dit l'autre, j'ai passé l'âge d'une part, et puis d'autre part, autant ça m'intéresse d'échanger, autant je suis passionné par certaines commentaires que j'entends, certaines solutions que je peux lire ou certaines théories que je peux lire, qu'elles soient justes ou fausses, mais je trouve passionnant de rentrer dans le domaine des chercheurs, de voir comment ils fonctionnent, etc. Mais après, de faire des bons mots et puis voilà, bon, au bout d'un moment, ça va, quoi, on en a fait assez jusque-là. Voilà. Allez, je vous écoute. Bonjour, j'avais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah, j'entends bien, ouais. Oui, malgré mon grand âge. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Puisque vous venez de dire, en fait, c'est que vous ne donnez peut-être plus tellement d'aide, en fait, sur les énigmes, et en plus, c'est des questions... Je n'ai donné aucune aide sur les énigmes. Je n'ai donné aucun élément d'énigme, soyez-en assurés. J'ai essayé de réorienter un peu les gens vers une remise en question et une manière différente de considérer les énigmes. Je vous écoute. Alors, encore une fois, j'ai quand même l'impression que vous nous avez aidé un petit peu. D'ailleurs, je vous en remercie. En tout cas, ça confirme un petit peu certaines de mes pistes, mais peut-être que je délire comme d'autres chercheurs aussi d'ailleurs. Ma petite question, c'était simplement en fait de savoir si jamais dans les énigmes, je me déplace quand même très loin de la France. Est-ce que forcément je suis... Non, pas plus. Ah là, j'entends plus là. Oui, pardon. Vous m'entendez encore ou pas, non? Oui, là, je vous entends de nouveau. Ouais. Donc la question, c'était en fait, je la pose rapidement, c'est si jamais je me trouve en dehors de la France, si je me retrouve à Tokyo par exemple, en 530 ou à New York, ou je sais pas où, est-ce que forcément je fais une grossière erreur? Alors si vous y allez physiquement, oui, il y a des risques que vous fassiez une grossière erreur. S'il s'agit... Non, mais bon, j'ai compris que vous voulez dire si ça intervient dans vos raisonnements, c'est ça? Exactement, oui. Bon, écoutez, je vais être clair avec vous. L'histoire de la chouette, c'est une histoire française. À peu de choses près. Mais disons, en tout cas européenne et certainement pas chinoise, non. Ok. Tokyo, c'était au Japon, mais c'est pas... Non, bah écoutez, bah voilà, je vous aurais donné au moins, je vous aurais évité d'aller vous fourvoyer en Chine. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui, j'en ai vendu quelques containers. C'est vrai, je suis allé à la foire des vins de Canton où j'ai eu la médaille d'or d'ailleurs en 2016. C'était un grand moment. Et j'ai vu comment les Chinois boivent du vin. Ça, c'est impressionnant. Ah bon? Ah oui.
Ah oui, c'est Gambai. Gambai, ça veut dire cul sec, et ils en descendent des quantités hallucinantes. Ah oui. J'ai vu des gars tomber dans leur assiette, bourrés à mort, et piquer du nez, tomber la tête dans l'assiette. Je jure, je l'ai vu, en live. C'est fou, c'est hallucinant. Du grand cru, du cognac, du grand cru, des machins. J'ai vu des gars descendre une bouteille de cognac pendant le repas, quoi. C'est fou. Ils n'ont pas la même culture que nous, oui. Non, pas du tout. Ah, nous on se met minable, mais on prend plus de temps. On prend le temps de déguster, c'est pas pareil. On peut se mettre minable en dégustant, ça se pardonne, mais se mettre minable en avalant comme ça d'un trait, non. Ouais, c'est ça, ouais. Du gâchis. Ouais. C'est du gâchis, t'en profites pas, tu le savoures pas, là. Bah, bien sûr. Du coup, ils sont pas capables de discerner, en fait, les différents crus, quoi. Exact. Ah ben oui, tout à fait. C'est comme la chasse. Si je vous donnais les solutions, des indices, ce serait pas marrant. Il faut prendre le temps, quoi. Ça, on j'essaie de vous ramener sur le sujet. Vous m'emmenez sur le pinard ou je ne sais quoi. Moi, j'essaye de vous recentrer le débat, quand même. Limite, des vieilles bouteilles de Bordeaux, là, on va les remplir de villageoises, on va les vendre en Chine. Ah non. Ah oui, en Chine, ouais, je veux bien, mais pas pour moi. On va se faire du pognon comme ça. Ouais, là, je pense qu'il y a moyen, ouais. De toute façon, c'est pas capable de discerner. Oui, je vois ça, ouais. On n'est pas mauvais en général. Alors, Mimi, j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez fait des remarques précises, particulières sur le fait que je réponde à des questions ou pas, ou que j'arrête. Vous aviez un avis précis là-dessus ? Pas spécialement, je dirais. Enfin, moi, je me mets à votre place, en fait, surtout. Je me dis, c'est compliqué pour vous de aujourd'hui pouvoir prendre effectivement la place de Max Valentin et d'autant plus vous n'avez pas eu la même démarche de conception que lui, donc c'est compliqué de répondre à ça. Et puis de vous mettre dans notre tête aussi pour comprendre effectivement où on veut vous emmener ou avoir des réponses. Donc moi, je suis plutôt d'avis effectivement que ce soit peut-être pas dans le cadre d'une réponse, quoi. Mais plus par des échanges plus, je dirais, plus exactement. Ouais. Je suis plus sur la notion de conception de la chasse. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense que ce sera une autre étape parce qu'on n'en est pas encore là, mais j'ai pas encore bien réussi à faire passer le message. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le sponsor qui était prévu s'est retiré, Max, il était un peu désespéré. Moi, j'étais extrêmement déçu. Puis lui, il était encore plus déçu parce que bon, ça faisait 15 ans qu'il ramait pour sortir son truc et puis à nouveau, ça retombait à l'eau. Et quand on a décidé de faire ensemble, il y avait quand même une grande complicité entre nous. On était potentiellement en phase de devenir en passe de devenir des amis et on était en tout cas extrêmement complices sur le lancement de la chasse. Donc il y a eu dans les échanges, on était bien dans l'idée de créer un climat, de faire, je dirais, de donner à cette chasse un petit peu de lustre, un petit peu de densité, un petit peu de mystère et tout ça à la fois. Et la distance qui s'est instaurée entre nous, ça n'est venu qu'après. Au départ, on était tout à fait en phase. Et ça n'est qu'après qu'il a rapidement, c'est pour ça que je fais une expérience extrêmement enrichissante dans ces échanges avec vous, parce que je revis un peu en live, lui l'a vécu uniquement par écrit, mais avec le Minitel, mais je revis ce que sont des échanges avec les joueurs, et lui a très vite senti, c'est là où tout s'est passé, il a très vite senti que les questions qui au départ étaient beaucoup axées sur les énigmes, sont devenus de plus en plus axés sur les visuels, et d'autant plus axés sur les visuels qu'ils ne voulaient plus répondre sur les énigmes, et qu'ils ne pouvaient plus d'ailleurs à la limite. Il a assez vite dit ce qu'il avait à dire, il ne pouvait pas tellement en rajouter. Donc
c'est à ce moment-là qu'il a compris que les visuels prenaient beaucoup de place dans l'imaginaire des chercheurs. Et pour des raisons que j'ai un peu évoquées et qui lui appartiennent, il a souhaité reprendre lui seul pratiquement la main sur le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris en quelque sorte ombrage des visuels ou de l'importance qu'avaient les visuels et qu'il a progressivement cherché à les débrayer du jeu le plus possible pour recentrer le débat sur ces énigmes. Donc on n'était pas finalement si éloigné que ça, mais en revanche, reprendre sa place, il n'en est pas question, j'ai jamais voulu le faire, et sa place reste unique dans le jeu. Elle fait partie de l'histoire du jeu, ça je le respecte complètement, et j'ai simplement aussi voulu, dans les débats que j'ai animés jusque-là, préciser que dans tous ces madis, il y avait des choses qui relevaient disons de la subjectivité de Max, où il y a des moments il répondait plus ou moins d'une manière plus ou moins précise ou d'une manière plus ou moins, je dirais, fidèle à la réalité et qui fait que ça a pu de temps en temps influencer les chercheurs, voire pas les induire sur des fausses pistes, mais en tout cas les éloigner un petit peu de ce qu'était leur objectif. Il les a un petit peu de temps en temps gentiment baladés, on va dire. C'est mon point de vue, ouais. Ouais, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, bon, je crois que les choses commencent à se révéler. Si je racontais des conneries, il y a un moment où je me contredirais. Or, ça fait 12 ans que je me contredis pas sur ce point-là. Ce qu'on peut retrouver de mes écrits depuis 12 ans vont tous dans le même sens. Et c'est pas pour rien. Enfin, bon, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je ne referai pas ce qu'il a fait, c'est hors de question. Je ne veux pas commenter ce qu'il a fait parce que ce n'est pas mon rôle. Le corpus des Madis existe. Moi, je suis là pour dire, écoutez, ce jeu n'est pas mort, la cache, elle est bien réelle, les solutions, elles existent. Il y a effectivement un point et un seul à trouver avec la super solution. Il n'y en a pas deux, donc ça c'est aussi un débat pour moi qui n'existe pas, qui est mis en avant sur d'autres forums, etc. Donc très bien, mais c'est pas le cas. Et voilà, donc revenir dans ce schéma-là ne m'a pas du tout convenu. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Les écrits sont beaucoup trop proches de l'ambiance qu'il y avait dans le Minitel où on s'amusait en même temps qu'on essayait de tirer les verres du nez ou d'obtenir un petit truc. Mais moi, je suis pas là pour ça, non, du tout. Non, mais ça se comprend votre réaction, hein, d'arrêter les questions. on se le dit de temps en temps quand même que vous avez eu sacrément de la patience déjà de répondre. Ouais, j'ai été patient parce que je l'ai pris à la rigolade. Je me suis dit c'est normal. Enfin, je comprends les gens qui sont de l'autre côté de mon téléphone. Là, sur l'écran, j'ai une liste de pseudos. Je sais pas qui est derrière, je sais pas qui vous êtes, mais je vous comprends. De toute façon, à partir du moment où on a passé les heures que vous avez passées sur le jeu, pour ceux qui jouent depuis le début, comme pour ceux qui jouent même depuis un an ou deux, dans tous les cas, ça fait quand même beaucoup de temps passé. Pour certains, énormément de temps, énormément d'argent, énormément de passion consacrée à ce jeu. Donc je comprends, je réponds, et je ne vais pas dire à mes interlocuteurs, vous m'emmerdez, j'ai pas envie de vous répondre. Il est clair que j'ai très bien compris, que j'ai essayé de répondre à une attente. Mais à un moment donné où je sens que on est passé du stade où on a eu une première réponse et puis à partir de là, on s'engouffre dans le truc en disant bah maintenant on va jouer. Là, moi, je joue pas. C'est à ce moment-là que je m'arrête parce que là, on reviendrait au Minitel. Et j'ai dit en plus, moi je monnaie pas mon temps, c'est-à-dire que dans le Minitel, à partir du moment où à l'époque c'était payant, c'était 2 francs, 3 francs, 4 francs, 5 francs la minute, j'en sais rien. À partir du moment où des gens payent pour avoir des réponses, il était normal et c'était le devoir de Max Valentin de répondre. Il y était contraint, c'était un marché. Mais moi, j'ai pas ce marché-là, d'une part, et puis d'autre part, vu la quantité de réponses qu'a fourni Max Valentin, je vois pas ce que je pourrais rajouter, quoi.
Alors Max, il avait prémédité tout ça, parce que ça faisait 15 ans qu'il y pensait, il y avait réfléchi, bon, etc. Moi, j'étais un peu novice sur le sujet. Et ce qu'il m'a dit au départ, c'est qu'il voulait enterrer une petite plaque de plexiglas ou un truc comme ça, gravée avec une enveloppe, et bravo, vous avez gagné. Dans son esprit, il n'a jamais été question d'enterrer son œuf en or, puisque lui, au départ, c'était un œuf en or, après c'est devenu une chouette sur mes instances. Il n'a jamais été question de l'enterrer. Et au moment où il m'a dit ça, il m'a dit on va enterrer une petite plaque, ça s'appelle une contre-marque, etc. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai dit bon, ok. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu imagines la tronche de la personne qui va avoir cherché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puisque on était sur une durée comme ça, qui va faire un trou et qui va trouver un bout de plexiglas. Je lui dis, tu t'imagines la déception de cette personne? Et il me dit ouais, mais bon, de toute façon il l'échange contre la chouette d'or, etc. Je dis quand même, on pourrait peut-être faire un tirage en bronze, et puis moi je le ferai plaquer or par exemple, et on l'enterre à la place. Au moins la personne qui va le déterrer va sortir une chouette en or, va se dire ça y est, j'ai gagné. C'est un moment d'émotion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme je suis un peu jusqu'au boutiste quand je fais quelque chose, donc j'ai décidé de faire ça. Ce qui lui a pas plu au départ, parce qu'il m'a dit ça va être vachement chiant à enterrer, c'est vachement lourd, etc. Et lui, il a tout de suite compris le problème. Moi, je m'en foutais. Je lui ai dit écoute, ça c'est ton problème, mais quand même, on peut pas mettre un truc à 2 balles, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et comme il m'avait dit à cette époque-là, la chouette d'or, de toute façon, on la mettra dans un coffre à la banque et elle ne sortira jamais. Je lui ai dit, moi, je vais faire 2 tirages. Comme ça, le deuxième, on pourra au moins le montrer à la presse, faire voir à quoi ressemble, montrer à quoi ressemble cette chouette, qui m'avait quand même demandé pas mal de boulot. Donc, au moins, on pourra montrer à quoi elle ressemble. Voilà comment tout ça c'est fait, tout simplement. Alors après, il a dit la chouette, je veux la garder, elle est pour moi, je la garderai à la fin, etc. Il m'a branché une fois là-dessus, je l'ai envoyé paître un petit peu vertement. Je lui ai dit, écoute, je regrette, mais le bronze, il est à moi, il n'est pas question que je te le laisse, etc. Ça a été déjà, il y a eu des petites frictions sur ce point-là, pas au départ d'ailleurs, c'est venu après ça. Voilà. Non, il n'a jamais été question d'enterrer vraiment le trésor. Il avait dès le départ conçu le fait que, de toute façon, un trésor enterré, il peut prendre un coup de pioche, il peut prendre un coup de pelle, il peut être esquinté, c'est un peu dommage. Un objet de valeur, il vaut mieux le mettre à l'abri et puis enterrer une contre-marque à la place. C'est logique, ça. Ça, c'est logique. Ouais. Mais lui n'avait pas envisagé effectivement le fait d'enterrer une copie. C'est un truc qui lui était jamais venu à l'esprit. Puis moi, j'ai une réaction d'artiste. Je me suis dit, on fait chercher une chouette, il faut trouver une chouette, quoi. Je m'en mords les doigts aujourd'hui parce que c'est chiant à enterrer. Hein. Ça m'étonne pas, mais même à déterrer. Moi, j'ai pas eu à la déterrer, j'ai eu qu'à l'enterrer. Mais bon, ce que j'ai déterré était moins volumineux. Ouais, mais pour nous, c'est plus compliqué. Hein. C'est pas la même. Ouais. L'histoire de la chouette. Mais je m'étonne d'ailleurs quand je vous raconte ça. Parmi ceux qui écoutent, il y en a sûrement qui sont pas d'accord. Mais bon, ils sont cachés et ils le diront pas. Mais je m'étonne beaucoup de raconter ça, d'entendre des gens qui me disent oui, et puis de lire après sur certains forums que mais non, tout ça est faux, qu'il n'y a jamais eu, que Max n'était pas au courant qu'il y avait un deuxième tirage, que si, que ça, que là. Ça, c'est assez fou. Alors là, pour moi, c'est là que l'histoire devient complètement folle. C'est de voir à quel point il y a des théories comme ça, je sais pas si on peut dire complotistes ou nihilistes ou je sais pas quoi, mais des théories pareilles qui circulent. Je pense que quand on m'écoute, on doit bien se rendre compte que j'invente rien, quoi. Enfin, je peux pas inventer des détails comme ça. Je pense que ça se conçoit. C'est comme les énigmes, je pense. On part dans des tiroirs, ou peut-être. Ouais, mais les énigmes, c'est autre chose. C'est fait pour. Ouais, mais l'imagination des gens déborde, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai vu des choses, je ne sais pas si la personne qui a émis ça nous écoute.
écoute. Je vous dirai pas qui c'est de toute façon, mais j'ai vu des choses totalement phénoménales qui m'ont été envoyées en termes de solutions ou de théories, d'hypothèses et de solutions. Des choses extraordinaires où je me dis mais c'est incroyable à quel point non seulement l'imaginaire des joueurs peut fonctionner, mais à quel point ils arrivent à bâtir des théories qui tiennent vachement la route, quoi, en plus. J'ai été sidéré de ce que j'ai pu voir, sincèrement. Hein. C'est le côté vraiment, pour moi, c'est le côté magique de cette chasse. Oui, mais c'est Candela. Je voulais savoir, c'est une question d'ailleurs d'Arsène au départ, la mise en page des visuels ou des textes dans le livre, avait-elle une importance? C'était uniquement la volonté de l'éditeur et de Max. Moi, j'ai pas du tout participé à ça. La seule question que j'ai posée quand j'ai peint mes tableaux, j'ai demandé à l'éditeur quelle serait la dimension exacte des images dans le livre pour faire mon rapport de proportion pour la règle, la boussole, etc., que vous connaissez tous maintenant. Mais moi, je suis pas du tout intervenu sur la mise en page, donc en dehors des couleurs sur les petites têtes de chouette dont tout le monde sait aujourd'hui ce qu'elles signifient, je n'ai pas eu connaissance de dispositions particulières de la mise en page qui aurait éventuellement une incidence sur les énigmes, si c'est ça que vous voulez dire. Je pense que je fais aussi l'ordre des visuels. Les visuels sont dans un ordre précis ou bien c'est un ordre au hasard? Ah ça, je sais pas. Les visuels dans le livre ont été mis dans cet ordre-là. C'est l'éditeur et Max. Max était associé dans la maison d'édition, donc il était très proche. Il était très proche d'eux. Il a travaillé avec eux sur la mise au point du bouquin. Moi, j'ai pas du tout participé à ça. D'accord. Moi, j'étais dans mon atelier en train de peindre pendant ce temps-là. J'ai une dernière question, oui. Les photos qui ont été prises, est-ce que elles sont en noir et blanc? Est-ce que les photos, lesquelles de photos? Lesquelles? Avec l'huissier. Ouais. Qui ont été publiées. Donc, est-ce que vous avez ces photos étaient en noir et blanc ou bien elles sont en couleur et elles ont perdu leur couleur au passage? C'est des superbes photos, mais dans le constat, elles sont un petit peu esquintées parce que c'est des photocopies des tirages qui ont été envoyés au tribunal, etc., quoi. D'accord. Donc, on peut pas espérer voir ces photos en couleur un jour? Si. Bien sûr, vous les verrez un jour en couleur, bien sûr. D'accord. Merci. Un jour. Un jour. Je vous promets que vous les verrez un jour en couleur. D'accord. Bonjour, moi j'ai une petite question. André, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Concernant les MADI, dont vous dites que certains sont à prendre avec des pincettes, hein, je résume. À votre avis, ça vient plus du fait ça vient plus de la réponse proprement dite de Max Valentin. Ça vient du contexte dans lequel il répond. Je m'explique. Il avait dit qu'il répondait soit dans le contexte de la solution quand il le pouvait, quand il était décidé à lâcher quelque chose, soit dans le contexte de l'énoncé tel qu'il se présente dans le livre, en répondant au premier d'eux. Ma question, c'est celle-ci. D'après vous, les petits problèmes qu'on peut avoir d'interprétation, de compréhension, pourraient nous induire en erreur dans les MADI. Ça vient donc de la nature des réponses de Max Valentin ou du contexte dans lequel il se plaçait pour répondre? Alors, c'est un peu difficile de faire la distinction des deux, mais il y a un élément que vous oubliez complètement. J'insiste beaucoup là-dessus, je sais que ça gêne un certain nombre de participants au jeu, mais il y a eu une rivalité dont je n'ai pas pris conscience tout de suite entre Max et moi. Une rivalité telle que je viens de l'évoquer il y a quelques minutes sur le fait que mes visuels ont pris beaucoup de place dans les questionnements des joueurs et dans l'imaginaire des joueurs. Et ça l'a embêté à deux égards. Le premier,
c'est que lui, au départ, n'avait jamais envisagé ça, donc il était un petit peu désemparé à un certain moment de voir toutes ces questions sur les peintures, en fait, et sur les visuels. Et le deuxième, c'est que il a, à un moment donné, assez rapidement d'ailleurs, après le départ du jeu, dans un délai qui est assez rapproché finalement, il a conçu l'idée de reprendre le jeu pour lui-même, c'est-à-dire non plus de me considérer comme un partenaire, mais comme, j'allais dire, un vulgaire sponsor. J'ai des échanges écrits avec lui qui sont extrêmement intéressants à cet égard, où il s'est un peu révélé. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des chasses au trésor, il a commencé à en faire un business. Il en a fait pour d'autres clients, pour un certain nombre de clients. Et Michel Becker l'encombrait un peu parce que Michel Becker, avait un peu trop de place dans cette histoire et qu'il n'avait pas du tout envie de partager le gâteau avec moi. En clair, c'est ça. Et par conséquent, et ces réponses, progressivement, c'est pour ça que je demande toujours, quand on me parle de Madi, de quand il date, parce que ces réponses ont été aussi fonction de ça et qu'à un moment donné, quand moi j'ai senti certaines choses et que j'ai fait monter les tours vis-à-vis de lui, il a eu très nettement l'envie plus ou moins de m'éliminer du décor, et par conséquent ses réponses dans les Madi, quand il était question de visuel, quand il était question de effectivement d'éléments qui pouvaient se trouver dans mes peintures, il y a des moments où ces réponses étaient pour le moins, je dirais, inexactes ou imprécises. Et c'est en cela, j'ai évoqué quelques exemples, hein. J'ai parlé du bec du coq, j'ai parlé du sexe de la silhouette qui se trouve sous l'arc-en-ciel ou des choses comme ça. Je veux dire, comment peut-on imaginer qu'il ait eu une opinion sur le sexe de cette silhouette ou sur la direction du bec de mon coq, alors qu'il ne savait rien de ce que j'avais fait, qu'il ne m'en a jamais parlé, qu'il ne m'a jamais posé la question, mais il a répondu à tout le monde. Donc ça traduit bien le fait qu'à un moment donné, il est parti en roue libre, si j'ose dire. Il a pris sur lui de répondre à tout ça, et comme il y a beaucoup de Madi où les visuels sont en question, il y a beaucoup de Madi où il faut être un peu circonspect. Et il y a eu la démarche parallèle. Donc là, je réponds au deuxième versant de votre question. Donc ça veut dire qu'il y a eu que ces réponses étaient aussi fonction de la période et de son état d'esprit de la période. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il s'est rendu compte à travers tout ce qu'ont dit les joueurs, toutes les questions que lui ont posées les joueurs, il s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des choses extrêmement comment je dirais ça, étonnante dans les visuels et qui se trouvait concordé avec beaucoup d'éléments des énigmes. Il n'a pas pu ne pas le voir. Moi, je le mesure mieux aujourd'hui puisque je connais les solutions. Je me rends bien compte que effectivement, ça a pu le perturber. Et il s'est dit, je vais utiliser ça pour étoffer mes réponses, pour donner du grain à moudre aux chercheurs, aux joueurs, et en même temps pour changer un peu de registre et éviter de répondre toujours aux énigmes, aux libellés des énigmes elles-mêmes, et il s'est mis à répondre sur les peintures et à lui-même adopter les indices que les chercheurs croyaient y trouver. À un certain moment, il a dit, et il s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait des trucs qui pouvaient être utilisés. Tout est là. C'est pour ça que c'est très trouble, cette histoire de Madi. C'est parce que derrière, il y a un bonhomme qui a eu des réactions pas tout à fait maîtrisées à tous les moments. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit à plusieurs reprises qu'on était dans une véritable histoire de trésor où il y a des rivalités qui sont nées, je viens de l'évoquer. Il y a eu des réactions qui n'étaient plus des réactions neutres d'un organisateur de jeu, mais qui étaient des réactions d'un ego qui se trouvait un petit peu remis en question parce qu'on parlait plus que de lui, il fallait aussi parler des tableaux, il l'avait pas perçu comme ça, et ainsi de suite. Donc tout ça fait que les Madi sont un ensemble où il faut être relativement vigilant dans ce qu'on y trouve. C'est pas facile, je sais bien, mais que ce soit pour les visuels ou pour les textes. Pour les textes, les réponses qu'il a faites sur les textes, moi je les remets pas tellement en question, je les ai pas épluchées, je les connais pas toutes, bien loin de là. Je pense pas qu'il y ait tellement à tant qu'il s'agit des textes, je pense que on peut rester relativement
rigoureux dans l'approche, essayer de comprendre ce qu'il a répondu sans trop se poser de questions. Mais comme très souvent, il y a interférence entre les textes et les visuels, il y a des moments où il faut être un peu plus prudent dans ses élucubrations, dans ses déductions. Il faut pas partir trop vite, quoi. Interférence, il disait. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il a jamais menti. Je pense qu'il n'a jamais sciemment embarqué les joueurs à l'ouest. Mais il y a des moments où certaines de ses réponses sont quand même susceptibles d'égarer un petit peu les gens. Ouais. Et je les connais pas toutes, hein, parce que encore une fois, j'ai pas tout lu. Après, pas forcément. C'est là où c'est particulier, c'est que lui-même, il s'est fait son canevas de réponse, il s'est fait son, son registre d'interprétation des visuels en fonction de tout ce que les joueurs lui ont demandé. Il a quand même passé des années sur le sujet. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de porter du jugement. Si on élimine, par exemple, pour l'exemple, prend Asfaux, le piéton et le cocher, à partir du moment où Max Valentin l'a tenté d'expliquer, à mon avis, il l'a utilisé pour une bonne cause, pour tenter d'expliquer quelque chose. Et seulement, ça peut se retourner, et ça s'est, à mon avis, retourné contre le jeu, je dirais. Parce qu'il est allé un peu trop loin, je pense que. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour des raisons diverses et variées, à partir de 2003, quand je suis allé pour la première fois rencontrer des joueurs que j'avais jamais rencontrés, et j'avais jamais échangé avec eux, c'était donc à Bourges. Il y a eu ce fameux événement pour moi qui a été un déclencheur, littéralement. C'est-à-dire que je suis arrivé avec ma copie en bronze, la gueule enfarinée, pensant faire plaisir à tout le monde en disant regardez à quoi elle ressemble, et où j'ai provoqué une véritable stupeur chez mes premiers interlocuteurs parce que ils ont cru que c'était la numéro 1 et qu'elle avait été déterrée. Et c'est cette fois-là où oralement, puisque le téléphone était connecté sur un haut-parleur, où Max a affirmé à tout le monde qu'il ignorait qu'il y avait un deuxième tirage en bronze. Alors que moi je lui avais dit j'en fais 2, je vous l'ai raconté tout à l'heure, il le savait pertinemment. Donc en fait il a menti à tout le monde et c'est là où moi je me suis dit mais attends, à quoi il joue là? Et c'est là où j'ai compris qu'il était qu'il s'était mis dans un personnage, qu'il avait affirmé des choses. Il avait oublié de me le dire, évidemment, en fait, on communiquait très peu, hein, depuis des années, c'est lui qui s'occupait du jeu, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait raconté des coups, et je me suis dit, attends, cette histoire est quand même étrange. Pourquoi est-ce qu'il raconte à tout le monde qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un deuxième tirage en bronze? De là, j'ai compris, parce que je m'y suis un peu plus intéressé, qu'il avait été un petit peu embêté de devoir avouer que finalement, c'était pas la chouette d'or qui était enterrée, mais une copie. Je lui avais dit au départ, je me souviens que tout à l'origine du jeu, je lui avais dit, mais t'es sûr qu'il faudrait peut-être mieux le dire tout de suite que c'est une copie qui est enterrée? Il dit non, pour l'accroche publicitaire, c'est mieux de dire que c'est un trésor qui est enterré. Bon, ok, très bien. Et là, je me suis posé vraiment des questions. Et depuis 2003, je peux vous dire que l'ambiance était extrêmement tendue entre nous. Et parce que j'ai été plus que mécontent de cette histoire, et j'ai tous mes échanges de correspondance avec lui de l'époque, évidemment, et c'est 2 ans après où il m'a téléphoné pour me dire que la chouette était saisie. Donc vous imaginez bien que nos relations depuis 2003 étaient totalement dégradées, que moi j'étais extrêmement remonté contre lui parce que je supporte pas qu'on mente dans une histoire comme ça. Je vois pas pourquoi il s'est cru obligé de mentir sur le fait qu'il y avait 2 contre-marques. C'était tellement facile de dire on en a fait 2, une pour être enterrée, l'autre pour être montrée. C'est fini. Il n'y avait pas besoin de faire tout un film avec ça. Et à partir de là, je me suis complètement penché sur le sujet, mais d'une manière différente, en me disant, mais il y a une histoire qui est en train de se dérouler dans mon dos, là, et j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi.
Et c'est ce que je vous raconte. C'est pour ça que dans les Madis, à ce moment-là, je peux déjà vous dire que automatiquement, il y avait, et dans tous les échanges qu'il a pu avoir à cette époque, automatiquement, il y avait une tonalité qui n'était pas tout à fait neutre de sa part. C'est-à-dire que Michel Becker l'emmerdait sérieusement. Oui, mais c'est ça l'histoire, c'est ce que je raconte depuis le début. C'est pas un règlement de compte, c'est la vérité de cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette chasse au trésor? Cette chasse au trésor, c'est deux mecs qui ont démarré, qui se connaissaient pas, qui ont démarré comme deux copains, et puis ils sont pas restés copains parce qu'il y en a un qui a tiré la couverture à lui. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Et à partir de là, tout c'est clair. C'est votre histoire, ça c'est votre histoire. C'est pas mon histoire, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de la chouette. C'est l'histoire de la chouette. C'est pas la mienne, hein, c'est pas que la mienne. C'est vraiment l'histoire de la chouette. C'est vos histoires. Du coup, où est passée cette copie 1 sur 8? Pardon? Finalement, cette copie 1 sur 8. Ce qui est absolument sidérant pour moi, c'est bien de me poser la question, je vais vous dire ce que j'en pense, mais ce qui est sidérant, c'est qu'à l'époque où la chouette d'or, la vraie, a été saisie, personne ne s'est posé de questions. Tout le monde a dit « Oh, le pauvre Max, heureusement qu'il est là pour se battre ». Non, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que ce sacré Max s'est fait saisir la chouette. Lui, personne d'autre. C'est lui qui a paumé la chouette, qui se l'est fait piquer, et c'est moi qui l'ai récupéré. Ça, c'est la vraie histoire. C'est celle que vous connaîtrez un peu plus un jour, parce que je vais la raconter, mais la vraie histoire, c'est ça. Et l'histoire de la contre-marque, je suis absolument convaincu que la numéro 1, pour vous répondre, il l'a enlevée. Il a mis effectivement cet oiseau en ferraille à la place pour une raison très simple, pas du tout pour que quelqu'un un éventuel vainqueur puisse se dire ah ben j'ai gagné, j'ai trouvé. Non. Il a enlevé la contre-marque, il a enlevé l'enveloppe, il n'y avait plus rien dans le trou que ce truc en ferraille. Pourquoi? Parce que lui voulait, le jour où il viendrait remettre le bronze, c'était son intention à la fin du procès, le jour où il viendrait la remettre, il voulait être sûr que personne n'ait trouvé la cache. Donc dès l'instant où l'oiseau en ferraille était toujours à sa place, ça voulait dire que personne ne l'avait déterré, donc que personne n'avait trouvé. Il n'a pas fonctionné par rapport au joueur, il a fonctionné par rapport à lui là-dessus. Il s'est garanti du fait que personne n'aurait trouvé la cache. Parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui trouve un truc comme ça, il va pas s'amuser à le remettre, il va le déterrer, il en parlera pas, mais en tout cas, il n'y a aucune raison que vous trouvez vous avez soit vous estimez avoir trouvé la solution du jeu, vous creusez au bon endroit, vous trouvez ce truc-là, vous n'allez pas le réenterrer. Vous allez dire, ben mince, alors j'ai trouvé ça, vous allez le garder dans votre petit musée des souvenirs de la chouette d'or, comme le font certains. Crowley, il garde même les branches coupées qu'il a trouvées sur place parce qu'il est persuadé que c'est Max qui les a coupées. Max, il a dû pas mal élaguer en France, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lui, il a mis à la place un objet métallique pour se dire, quand je reviendrai, si l'objet est toujours là, c'est que personne n'a trouvé. Et puis, de mon point de vue, je pense sincèrement que sa famille n'est pas au courant de ça, et je pense qu'il l'a enterré quelque part, effectivement, la numéro 1, mais dans un endroit connu de lui seul et sans corrélation avec la chasse. Voilà, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans une forêt, ça peut être dans un champ, ça peut être dans un square, je ne sais pas où. Pour moi, c'est ça, il l'a planqué quelque part, dans un endroit connu de lui seul, parce que je pense qu'il ne devait pas être très fier de cet épisode, y compris vis-à-vis de sa famille. Voilà ma théorie. Oui, ok, mais à ce moment-là, le petit message qui devait accompagner la chouette en bronze, ce message, lui aussi a disparu dans cette affaire. Bien sûr. Ah ben, il n'allait pas le laisser, il n'allait pas dire vous avez gagné, autant laisser la chouette en bronze. Si c'est pour laisser le message, je ne vois pas pourquoi il aurait enlevé la chouette en bronze, ça ne changeait rien. Il laissait le message. Et son problème, c'était de ne pas se trouver dans la situation de devoir remettre à un vainqueur la chouette d'or, ce qui s'était fait saisir. Et encore une fois, sans que je le sache, puisque pendant 2 ans, je ne l'ai pas su. Donc, il s'était fait saisir le trésor, il ne voulait pas que ça se sache, il ne voulait pas se trouver coincé par un vainqueur qui lui aurait dit « où est mon trésor ?» Et donc, il a tout enlevé. Oui, ok. Donc, il a enlevé la chouette, il a enlevé le message, il a tout enlevé. Oui, ça fonctionne.
Ben bien sûr que ça fonctionne. C'est pas tout à fait, incohérent. Vous savez, j'ai recoupé beaucoup d'éléments. J'ai pas mal d'éléments qui m'ont été fournis. Et j'ai de bonnes raisons de penser comme ça. Après, où est la numéro 1 ? De toute façon, la numéro 1, on peut faire confiance à Zarco s'ils vont la trouver. Il s'en occupe. Mais il n'y avait pas de document avec l'oiseau de fer. Les photos du constat sont très claires, le constat est très clair, il y avait un oiseau en ferraille dans un sac en plastique. Voilà. Et les gens pensent, mais un huissier ne pense pas. Un huissier, il fait un constat de ce qu'il voit. C'est un officier ministériel assermenté. Il ne ment pas. Si l'huissier ne dit pas qu'il y avait une enveloppe, c'est qu'il n'y avait pas d'enveloppe. C'est tout. Chacun après peut broder. Mais je veux dire, la vérité, c'est qu'il y avait un oiseau en ferraille dans un sac en plastique. Ah, mais bien sûr. Mais je suis là pour ça. Donc avec cette théorie, bonjour Monsieur Becker. Bonjour. Ça confirmerait que personne n'avait trouvé l'emplacement avant que vous arriviez. Ça, c'est une certitude. Mais je reviens quand même sur le mot que vous avez employé. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits. Enfin, bon, j'ai employé. Non, mais c'est pas pareil. Ce sont des éléments factuels. C'est-à-dire que moi, j'ai une cassette de solution, j'ai une disquette, de solution, sur laquelle tout est écrit bien en clair. C'est le style du pur Max Valentin. Ça peut pas avoir été écrit par quelqu'un d'autre. C'est très précis. Tout ça, l'huissier connaît tous ces éléments. L'huissier m'a accompagné. Tout est très précis, tout est très clair. Il n'y a pas de possibilité d'une autre solution au jeu. La solution, c'est ça et c'est rien d'autre. Et donc, tous les éléments que je vous donne sont des éléments factuels. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est où est passée la numéro 1. Elle peut avoir été jetée au fond d'une rivière. Est-ce que les héritiers l'ont détruite parce qu'ils l'ont trouvée un jour ? Je ne pense pas. D'après ce qui m'a été dit, je les crois tout à fait sincères. Donc, s'ils sont pas au courant, ça veut dire que Max l'a planqué quelque part, dans un endroit connu de lui seul. Il est plus là. Elle ressortira peut-être un jour. Jamais. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça n'est plus elle qu'on cherche. Sauf Zarcos. Donc, pour l'éventuel découvreur, si dans cette période, un chercheur avait trouvé, à ce moment-là, Max Valentin comptait sur la publicité qui avait déjà été faite, les forums existants, etc. Le découvreur, l'inventeur, de toute façon, il savait à qui s'adresser. C'est ça que vous voulez dire au fond. Non. Si quelqu'un avait découvert l'oiseau en ferraille, il n'aurait rien eu du tout. Il n'aurait pas su à qui s'adresser. Il aurait dit, ça doit pas être bon, j'ai trouvé un oiseau en ferraille. Mais quand Max, lui, serait revenu, son intention c'était de revenir, il était sûr qu'il allait gagner son procès, qu'il aurait perdu si j'avais pas été là, entre parenthèses. C'est pour ça que finalement il a fini par m'en parler, parce qu'il a vu qu'il perdait pied. Et donc lui, il s'est dit, si l'oiseau est toujours là, c'est que personne l'a trouvé, donc je remets la contre-marque. Si l'oiseau n'est plus là, c'est que quelqu'un a trouvé. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait dans ce cas-là, mais en tout cas, c'était une précaution pour être sûr que la cache n'avait pas été éventée. Bonjour Michel. Bonjour. Pourtant, celui qui aurait trouvé l'oiseau en fer avec la bonne super solution, il aurait été sûr de lui, parce que la super solution, il n'y en a qu'une, et je pense qu'elle doit sauter aux yeux, elle doit être évidente, et ça aurait fait un scandale quand même s'il l'avait mis. Il n'est sûr de lui que s'il trouve, il n'est sûr de lui que s'il trouve la chouette. Si demain vous allez dans un endroit, j'imagine que c'est peut-être arrivé déjà à certains d'ailleurs, d'aller creuser quelque part, de trouver un truc en ferraille, si c'est pas la chouette, c'est pas la chouette. Donc on peut être sûr qu'on est au bon endroit, mais si c'est pas la chouette, on n'a pas de moyen de dire j'ai gagné. Et son intention, c'était ça. Même en ayant la bonne super solution, qui pourtant doit être. Et la bonne super solution, elle ne peut s'apprécier que s'il y a la contre-marque. C'est complètement lié. Comment voulez-vous démontrer que vous avez la bonne solution si vous ne trouvez pas la contre-marque? Moi, je peux vous dire oui, vous avez la bonne solution, parce que je connais la solution. Mais pour quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est très facile de lui dire, non mon gars, tu t'es planté, quoi. T'as cru que c'était ça? Non, c'est pas ça. D'accord, donc elle n'est pas... oui. Donc quand on trouve la super solution, on n'est pas sûr encore à 100%, il y a encore le doute qui subsiste.
Si vous trouvez la super solution, vous allez aller creuser, vous allez trouver la contre-marque et vous serez sûr. C'est comme ça que le jeu a été conçu, c'est comme ça qu'il se finira, et c'est comme ça que ça aurait dû toujours être, bien sûr. Bien sûr. Moi, quand je vous dis qu'il n'y a qu'une solution qui colle aux énigmes, je suis absolument formel. Alors, il est certain que quelqu'un qui ait vraiment la bonne solution, il va peut-être poser des questions, il va brasser, il va dire mais attendez, il y a quelque chose qui m'étonne, etc. Je ne sais pas ce qui se serait passé à ce moment-là, ça ne s'est heureusement pas passé, mais en tout cas l'idée directrice de tout ça, c'était de mettre un objet banal finalement, cet oiseau en ferraille qui n'était pas une chouette, de le mettre là et de dire bon, c'est mon test, s'il est toujours là quand je reviens, c'est que personne l'a trouvé, donc c'est bon, je suis tranquille. J'avais cherché des choses compliquées. Hein. J'avais une autre question par rapport au Discord. Là, votre objectif, c'était de créer une émulation, qu'il y ait des échanges entre nous pour qu'on puisse avancer un petit peu dans le jeu. Est-ce que ça fonctionne là? Est-ce qu'on avance un petit peu ou pas trop? J'ai un double objectif. Le premier de tous, c'est de rétablir la vérité. Ce que je suis en train de faire et ce que je fais depuis déjà un certain temps. Parce qu'étant donné que sur les forums, je n'avais pas voix au chapitre et qu'à chaque fois que j'ai essayé de dire les choses, ça a été ou censuré ou habilement mis de côté, je me suis dit, je vais créer ce Discord, au moins je pourrais m'exprimer directement et on ne viendra pas me dicter ce que j'ai à dire ou censurer ce que je ne dois pas dire. Donc mon premier objectif, c'était effectivement de rétablir la vérité de cette histoire qui est complexe, qui est passionnante au demeurant, parce que même la trajectoire de Max Valentin, je la trouve absolument passionnante. C'est un gars qui s'est pris au jeu, il a joué un rôle, il a voulu dominer le jeu, il a voulu m'éliminer du jeu. Il y a tout ce chapitre-là que je trouve tout à fait passionnant et intéressant au niveau psychologique. Et le deuxième point, c'était effectivement de dire, compte tenu de ce que je savais à l'époque, et aujourd'hui j'en sais davantage puisqu'on m'envoie beaucoup de solutions et beaucoup d'hypothèses et de théories, je me rends compte du travail colossal fourni par les joueurs et je me fais un devoir de répondre à des milliers de gens qui ont passé des milliers d'heures sur le sujet, de dire écoutez, ce que vous avez fait, vous l'avez pas fait pour rien, moi je vous prends pas pour des imbéciles, par conséquent, et je me moque pas de vous, par conséquent, je remets en place ce jeu, je remets une contre-marque, et vous pouvez continuer, et le vainqueur aura la chouette d'or. C'était mes deux objectifs, et donc oui, dans ce sens-là, le jeu est relancé, mais il est relancé parce qu'on sait qu'il a une finalité et que cette finalité est réelle. On sort des rumeurs, on sort des doutes. C'était ça l'objectif. Et ma question, c'était est-ce qu'on progresse un petit peu à pas de fourmis ou... Il y a des fourmis qui courent très vite, mon cher. Ah, qui sont très, très rapides. Au moins un indice, peut-être plusieurs. Non, mais moi je pense qu'il y a, bien sûr qu'il y a des gens qui progressent, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des éléments, etc. Je l'ai déjà dit, donc oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une émulation qui se... Mais attendez, ça fait 3 mois que c'est reparti, ça fait 29 ans que ça dure bientôt, ça fait 3 mois que le jeu reprend un petit peu de couleur parce que on commence à se dire, en tout cas pour ceux qui ont un peu de bon sens, que je suis pas là pour raconter des conneries et qu'au bout d'un moment il faut arrêter de comploter ou de répandre des rumeurs plus stupides les unes que les autres. À un moment, il faut se rendre un peu à l'évidence. Donc, le jeu, il repart. Et il va continuer à reprendre des couleurs parce que vous êtes là, parce que je suis là, et parce que ce qu'on est en train de faire, de toute façon, est suivi aussi par les autres. Ce qui est très rigolo, c'est que autant sur la 2CO que chez Zarkos, il y a les rubriques des midis, Becker, machin, le piou-piou en ferraille, les conneries de Becker, mais on parle quand même de Becker, on parle quand même du Discord. Ils se transmettent les enregistrements de nos vocaux et par conséquent, le virus circule. Le virus du jeu, hein, j'entends. Un bon virus. Ouais. Becker 2021. Je vous abandonne 1 minute. Allez, 5 minutes, je reviens. Est-ce que la lumière coule de source? Oh, c'est joli ça.
C'est très poétique. La lumière ruisselle, mon ami. Bon, alors la question Wisslard. Exactement, Michel. Non, c'est pas une question Wisslard, hein, parce que c'est exactement, une confirmation de Max. C'est joli. Venant de Pixie, je sais pas. Non, c'est juste une conversion de Max, donc normalement elle n'est pas Wisslard. Ils n'écoutent pas ce que tu dis, c'est fou. Hein. En 2001, il y a Max qui répondait à la question en 560, les 12 ouvertures représentent-elles un même lieu? Et il a répondu oui. Moi, c'est juste, la question est, est-ce que vous confirmez? Moi, je ne confirme ni n'affirme rien des Madis. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Donc, soit vrai ou faux? Déballage, dans ce déballage. Ok. Non, mais là, on n'est pas du tout sur l'interprétation de mes peintures ou quoi que ce soit. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le propos de Max. D'accord, donc ça vaut comprenez que je ne dis pas que Max était un grand méchant qui a dit que des conneries. Je n'ai jamais dit ça. Ah non, c'est pas ce que je sous-entends. Hein. On est bien d'accord. Donc, quand il parle de ce concept-là qui est directement lié aux énigmes, qui n'a rien à voir avec ma peinture, ça, on est complètement dans le fil de ces énigmes. Il n'y a aucune raison de le mettre en doute. D'accord. Ok. J'ai répondu quand même, hein. Donc vous confirmez la réponse. Non, je confirme pas. Je vous dis exactement ce que je viens de vous dire. J'apprends la langue de bois avec les carteurs. À nous en tirer les conclusions. À nous en tirer les conclusions. Ouais, Michel, vous avez pris le langage de Max, là, en fait. Merci. Non. Mais vous savez, vous dites ça, mais quand on est assailli, je dis pas harcelé parce que ce serait excessif, mais assailli de questions, à un moment donné, on prend des réflexes ou des tics même, hein, de temps en temps. Parce que vous pouvez pas être spontané et sincère à chaque fois. Autrement, non, c'est pas possible. Pas par rapport à. Oui, ça peut être un risque, mais puis même, je veux dire, les questions qui sont posées sont pas toutes des questions sincères. Il y a des questions qui se veulent astucieuses, d'autres qui se veulent astucieuses et drôles, d'autres qui se veulent provocatrices. On n'est pas dans un contexte où on peut répondre d'une manière totalement spontanée, quoi. Ouais, mais là, c'était pas trop Wisslard, la réponse semblait claire. Non, mais je vous ai dit, il faut pas remettre en cause ni en doute les propos de Max, ni comment dirais-je, la logique de ces énigmes. À partir du moment où il dit ça, c'est que c'est comme ça. Il faut pas le remettre en cause, ça. Très bien. Je pense que les fois où il a fait des erreurs, elles ont été reprises déjà par les joueurs qui reposaient la question parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une incohérence, et après il y avait des erratums. Donc je pense que ces erreurs-là, elles sont corrigées. C'est surtout sur les réponses un peu Wisslard où il faut se méfier probablement quand il dit je suis sous réserve de bien comprendre la question, Ça, je mets de côté parce que je me dis, ça se trouve, ils se sont pas bien compris entre celui qui pose la question et Max. Donc, ouais, il y a ça, puis il y a de nombreuses fois. Ouais, puis il y a de nombreuses fois où quand il parle de son ressenti personnel, quand on lui demande dans certaines questions si je vous dis ça, vous penseriez que, etc. Et quand il commence à répondre sur le mode je dirais plutôt que, à partir de là, on est dans du subjectif. Et quand on est dans du subjectif, il y a des fois où il a été un petit peu, je dirais qu'il n'a pas toujours été très précis. Et puis les mots peuvent être très importants. Donc, oui, bien sûr. Surtout chez lui, un littéraire, ne l'oubliez pas. Ouais. Bien, un littéraire. C'est pour ça qu'il y a des mots employés à tout bout de champ dans plein de zones du jeu. C'est pas toujours dans les énigmes, c'est pas toujours dans les textes, c'est dans différents endroits. Il y a des mots employés qui reflètent totalement son côté littéraire. Bon, ça y est, j'ai lâché quelque chose là. Je sens qu'il y a un silence très pesant qui s'instaure. C'est une nouvelle énigme en plus. Dans vos peintures, vous avez dessiné des mains gauches, un crayon tenu par une main gauche et une clé tenue dans une main gauche. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce que vous êtes gaucher? Voilà ma question. Est-ce que vous êtes quelqu'un de logique? Oui, je suis quelqu'un de logique, oui. C'est hyper subjectif. Alors, quand je peins de la main droite,
Si j'ai besoin d'un modèle, je regarde ma main gauche. Autrement, je suis dans la merde. Si je veux peindre une main qui tient un crayon pendant qu'elle est en train de peindre, c'est compliqué. Donc je tiens le crayon ou la clé de la main gauche, elle me sert de modèle et je peins avec ma main droite. Vous auriez dû regarder dans un miroir, comme ça vous auriez fait une main droite. Si c'était une main droite, les gens demanderaient. Les gens demanderaient pourquoi c'est une main droite. Je vais vous dire la vérité, je suis gaucher et j'ai regardé dans un miroir. Voilà. Mais je voulais pas que ça se sache. C'est pas vrai. Je voulais pas que ça se sache. Bon, Michel, je sais pas si vous avez entendu la conversation juste avant, mais comme je le disais, moi je suis toujours bloqué en 470, mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'au bout de 28 ans ou 29 ans, il n'y ait pas de consensus sur la 3e énigme du jeu? Moi je trouve ça complètement fou, et du coup j'en suis à me demander si vraiment ces énigmes sont trouvables, parce que comment est-ce possible au bout de tant de temps qu'il n'y ait pas un consensus avec une solution qui soit admise par tout le monde, quoi. C'est quand même fou. Je me demande si ces solutions sont trouvables. On sent un petit début de révolte là. Hein. Alors en fait, oui, je suis dans une phase où moi j'ai toujours cherché par vague, et là je suis dans une vague d'intense recherche et avec toujours des phases de joie, de déception, voilà. Donc et là c'est la déception de rester bloqué avec tous les conseils que vous avez déjà donnés, que je prends en compte et qui ne m'avancent pas finalement et qui me laissent toujours bloqué au même endroit, et du coup en ce moment ça me rend un peu fou, quoi. Qu'est-ce qui vous bloque exactement? Qu'est-ce qui vous bloque exactement? Le fait de ne pas comprendre ce titre et de pas trouver, comprendre ou voir cette fameuse lumière de la 470, de ne pas avoir une explication vraiment limpide, quoi, limpide et cohérente qui pourrait me faire dire bon bah c'est bon, là c'est nickel, ton énigme est clôturée, tu passes à la 580 sereinement. Que vous dicte votre logique? Ma logique me dit il faut que les termes s'expliquent et que ce que je trouve s'explique de manière logique. Donc vous avez trouvé quelque chose quand même par rapport à cette lumière? Oui, j'ai potentiellement quelque chose, oui. C'est quoi potentiellement? C'est pas bon? Pourquoi vous dites potentiellement? Je ne peux pas le savoir si c'est bon ou pas. J'ai quelque chose. Comment vous pourriez le savoir? Comment vous pourriez le savoir? En allant plus loin? Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai. T'en seras sûr en 580 à mon avis. De toute façon, le principe, bon, moi je suis dans une position, c'est où je prends le parti d'accélérer la fin de la chasse, d'aider les joueurs, d'essayer de donner beaucoup d'indices, et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Non pas parce que j'ai envie de faire durer le plaisir ou quoi que ce soit, mais parce que je pense que ce serait pas honnête. Oui, il ne faut pas débrouiller le jeu. Ouais. En revanche, ce que je comprends de cette chasse, ce que je comprends de ce que doivent faire les joueurs par rapport à cette chasse, voilà exactement comment je dois formuler les choses, ce que je comprends de ce que vous devez faire par rapport à la chasse, c'est quand vous avez une idée, vous allez au bout. Si à un moment donné, vous commencez à considérer que vous vous arrangez un petit peu trop avec les énigmes, avec le cahier des charges, avec les visuels, si vous commencez à dire oui mais bon, là je m'accorde une petite tolérance, là considérons que ça le fait quand même, à ce moment-là il faut s'arrêter, c'est que c'est pas bon. Mais si vous suivez votre logique et que tout colle, je vois pas pourquoi vous auriez besoin en cours de route qu'on vous dise que je vienne vous dire oui là c'est bon, vous pouvez continuer. Ouais, c'est pas un rallye surprise, je peux pas vous valider une étape. Bien sûr. Ah non mais c'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand vous dites si vous voyez que tout colle, vous continuez. Mais la question est de savoir comment on sait que tout colle, c'est ça le truc. C'est que ça colle pas. La super solution, personne ne l'a trouvée. Ni ceux qui cherchent un numéro 1, ni ceux qui cherchent un numéro 2. J'ai une pensée pour eux, hein. Je dis toujours ça parce que je n'exclus personne. Donc, même Zarkos, qui manifestement ne m'aime pas beaucoup, je ne l'exclus pas parce que malgré tout, ça fait des années qu'il cherche et je respecte tous ces gens-là. Mais la super solution, personne ne l'a trouvée. Donc, si vous arrivez dans un truc où il n'y a pas de super solution. C'est-à-dire, vous dites, ma zone, elle est là, et après, je fais quoi? Je sais pas, je prends mon détecteur et puis je vais me balader. C'est que vous n'avez pas trouvé.
Donc, le moment de zone encore dans mes questions. Hein. Non, mais je sais bien. Mais si vous suivez votre logique à travers les énigmes, que vous arrivez à un endroit dont vous vous dites, en toute logique, en recoupant tout ce que je peux avoir dans le livre, tout est dans le livre, en recoupant tout ce que j'ai dans le livre, ça colle. Ma zone, c'est ça. À ce moment-là, vous commencez à regarder s'il y a quelque chose à trouver dans la zone. Si vous ne voyez absolument rien qui puisse se produire à l'intérieur de la zone, c'est que c'est une zone, entre guillemets, une zone morte, c'est que c'est pas la bonne. Si vous tombez sur la bonne zone, vous allez être excité comme des puces, laissez-moi vous le dire. Vous allez être complètement excité parce que vous allez dire, bon Dieu, mais oui, là, il se passe quelque chose, il faut que je trouve. J'ai encore le doute, c'est ce fameux doute que j'évoquais tout à l'heure. Il y a encore des possibilités d'hésiter, de pas tout capter, mais il se passe quelque chose. Bien sûr que je suis au bon endroit. C'est ça la logique des énigmes. Je sais pas comment vous. J'ai une question à Michel. Bonjour, c'est Foufa. Du coup, quand vous dites qu'il n'y a personne qui a trouvé la super solution, du coup, on peut comprendre qu'il n'y a personne qui a la bonne zone. Quoi. Non, j'ai pas dit. Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Non. Non, c'est ça ma question en fait. C'était est-ce que il y a on va dire un lien logique entre la super solution et la zone. Je ne peux pas exclure le fait que quelqu'un ait la bonne zone. D'accord. J'ai une deuxième question un peu plus précise. Je comprends si vous ne pouvez pas répondre. C'est par rapport à la 470. Le procédé, va dire, sur lequel est basé le codage de la 470, est-ce qu'il a été reproduit de manière implicite, indirecte, dans une autre énigme? Le procédé de codage de la 470, vous me parlez du texte ou du visuel? C'est-à-dire, quand on regarde la solution de la 470, comment c'est la solution est faite? On parle du texte là, on parle du texte écrit. Je parle de la solution, c'est-à-dire la solution de la 470. Moi, vous avez vu la solution, vous la connaissez. Donc, est-ce que vous avez retrouvé le même style de solution dans une autre énigme qui vient après? Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous le dire pour deux raisons. D'abord parce que ce serait pas tout à fait logique que je vous le dise, c'est pas mon rôle. Et deuxièmement, en toute honnêteté, moi j'ai lu les solutions, j'ai compris les solutions, j'ai fait beaucoup de recoupements, je pense savoir de quoi je parle quand je parle des solutions, mais je ne suis pas rentré dans le détail du décryptage des textes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la mécanique, le principe de décryptage, je suis infoutu de vous dire s'il se retrouve dans une autre énigme. D'accord, ok. Oui, je comprends. Vous trouvez quand même la question intéressante ou pas? Oui, bien sûr que la question est intéressante. Et c'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous me trouvez vicieux ou pas? Oui, je vous trouve très vicieux finalement. Très vicieux. Et peut-être dernière question, donc pour finir, donc quelqu'un qui a résolu la 470, est-ce que c'est quelqu'un qui avance vite, très vite, ou ça va, ou pas du tout? Il n'y a pas d'accélérateur dans les énigmes. Si c'est ça que vous voulez me demander, je pense très sincèrement qu'on peut les placer toutes au même niveau d'importance et de nécessité. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, en fait. Si une n'est pas résolue, ça bloque, quoi. Il n'y a rien à faire. Non, elles ont toutes la même importance. Et c'est pas parce qu'on a résolu la 470 qu'on va plus vite. Mais elles ont toutes la même importance. Je vais vous faire plaisir, on va plus loin. Ah oui, ça c'est sûr. Pour résumer, 30 ans pour en faire 3 et puis 60 pour en faire 6, quoi. Comment? J'ai pas compris là. 30 ans pour résoudre 3 énigmes et 60 ans pour résoudre 6 énigmes. Alors j'en verrai pas la fin. Alors, c'est pas moi qui vous remettrai la chouette d'or, hein, je vous le dis tout de suite alors. Hein. Ce régime-là. On va faire un effort alors. Il faudrait jouer Hibernatus. Et Foufa, pour répondre à ta première question, de mon côté, dans ma piste, oui. Bon, si elles ont toutes le même niveau d'importance, on sait en revanche qu'elles ont un niveau de difficulté différent toutes. Alors, oui, ça c'est vrai. Mais je sais que vous y répondrez pas, mais sur le classement de 1 à 3, la 470, elle est où? Je le sais pas. De mémoire, je le sais pas. Vous voulez que je regarde pour vous répondre?
Bah oui, si vous voulez répondre à la question, moi je suis partant. Elle est à 2. À 2. C'est difficile à évaluer quand même. 2,60. Moi, elle est à mais 2. ça donne... Ça va dépendre de chaque moi, personnellement, je n'invente rien. Hein. Je me base uniquement sur la notation le degré de difficulté, la notation de 1 à 3 que lui a accordé Max. Hein. C'est pas, moi, je suis pas compétent pour vous dire ce qui est plus difficile ou moins difficile, mais en tout cas, lui, il l'a fait. Et il aurait mis quoi du coup en 470? Les autres, Je vous dis, je sais pas. Il faut que je cherche parce que je le sais pas par cœur. Hein. Bah, je vous laisse chercher. Bah oui, ça nous empêche pas de discuter. Hein. Et Non, dans mais le c'est- Est-ce que moi je le sais? Bah non. Non. Vous voulez que je vous dise pour la 470? Ah oui, avec plaisir. c'est 1. Niveau de difficulté, allez, je vous écoute. Moi, je dis 2. Moi je dis De 3. 1 à 3. De 1 à 3. Comment, Moi, je dis comment, Max, 3. Allez. comment Max a considéré, lui? 4. 1. Il a mis 1, 2 ou 3 étoiles. Il a mis des 3 petites étoiles. étoiles, des astérisques. Facile. Une étoile. Ouais. Ouais, il en a mis qu'une. On en a mis qu'une. Ça y est, il nous a donné un indice. Il nous a donné un indice. Ouh! C'est lumineux. Oui, mais cette notation-là n'a de sens qu'avec les bonnes solutions précédentes. C'est En complètement vicelard. Cette discussion est complètement vicelarde. Vous avez raison. Michel. Bien sûr que lui, vu de ses yeux, ça lui paraît comme ça, mais en réalité, il y a deux paramètres qui sont qu'il ne maîtrisait pas au moment où il a noté le niveau de difficulté de ses énigmes. Il y a deux paramètres qu'il ne maîtrisait pas. Premièrement, la densité des visuels que j'ai produits, qui sont certainement beaucoup plus complexes que ce qu'il avait imaginé. Et deuxièmement, il n'avait pas du tout imaginé les conséquences de ces échanges Minitel avec les joueurs et à quel point ça pouvait démultiplier les possibles, les théories, le fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous échangiez entre vous, quand vous discutez d'un sujet, vous dites « Ah oui, mais si ceci, si cela », ça veut dire que chacun d'entre vous, pris isolément, n'aurait pas eu toutes ces idées-là. Donc ça complexifie et ça densifie la difficulté éventuelle. Oh ben, on n'est pas dans la merde avec ça. Ouais. Non, mais moi je pense que ça va me débloquer en tout cas. Merci infiniment pour la réponse. Je vous en prie, il ne la considérait pas du tout comme compliquée, lui. Non, mais merci d'avoir répondu. J'aurais vraiment pas cru que vous le fassiez, donc merci beaucoup. Ah, je suis quelqu'un de très surprenant parfois. Moi, je l'avais dit. Ah, ben, j'aurais bien compris. J'avais bien compris. Question, Michel, si par hasard on trouve la zone, enfin par hasard ou pas, est-ce que le fait d'avoir trouvé la zone, ça peut nous aider à résoudre une énigme qu'on n'aurait pas très bien résolue sur laquelle Réponse numéro 1. Si vous trouvez la zone par hasard, vous n'aurez jamais gagné. D'accord. Réponse numéro... Non, mais ça, c'est une boutade. Mais réponse numéro 2. Si vous trouvez la zone, est-ce que là, il peut se passer des choses qui vous éclairent sur d'autres éléments d'énigme, ce qu'on peut appeler les reliquats, par exemple? C'est ça? Les énigmes qui auraient été mal résolues. Pas forcément les reliquats j'imagine que oui. Enfin, peut-être les reliquats. Si vous avez la zone, c'est que vous avez bien résolu les énigmes. Au niveau de la super solution, il est certain que du moment où vous aurez la zone, les déclics vont s'enchaîner à une vitesse supersonique. Mais la question c'était j'ai compris la logique, si on a la zone, c'est qu'on a bien résolu les énigmes. Mais si il y a une énigme qu'on n'a pas bien résolue et qu'on trouve quand même la zone, est-ce que la zone peut nous aider à trouver l'énigme qu'on n'aurait pas bien résolue? Oui, bien sûr. Si vous arrivez, en ayant éventuellement des énigmes mal résolues, si vous arrivez à avoir une certitude sur la zone et s'il se trouve que c'est la bonne,
Alors oui, il va se passer des choses quand même, bien sûr. Oh, oui. Et vous allez recouper, vous allez recoller les morceaux. Vous entendez quoi par mal résolu? Mais non, vous dites même si j'ai pas résolu toutes les énigmes, mais si je trouve quand même la zone. Donc, c'est moi qui disais mal résolu. Hein. Ah oui, bon, ben. Ben oui, mais alors ça va tellement vite que là je sais plus qui parle. Comme je regarde pas mon téléphone, je vois pas forcément qui parle. Oui, d'accord. À partir du moment où on manque une solution, d'après ce que j'ai compris, la suite devient possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir mal résolu une énigme et arriver logiquement à trouver la zone. Non, si vous arrivez sur la bonne zone, c'est que les énigmes, vous avez tout compris. Bah oui, ça me semble. De toute façon, je pense que si la chasse est bien construite, effectivement, il faut avoir résolu tout comme il faut pour construire sa zone. Mais attendez, la chasse, elle est très bien construite. Il y a des éléments dans la chasse qui relèvent du côté littéraire de Max. Mais ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, je vous le redis, donc vous commencez à bien capter. Il y a un côté littéraire, il y a un côté un peu incertain dans un certain nombre de madis, donc je vois que vous commencez à relativiser, donc tout ça c'est très bien. Après, tout tient la route. Il y a des éléments qui sont, disons, d'ordre, j'allais dire subjectif, c'est un tout petit peu excessif, c'est pas que subjectif, mais c'est lié à la personnalité de Max et à sa manière de fonctionner, d'écrire, ce côté littéraire, ce côté perfectionniste dans l'esthétique des énigmes, etc. Tout ça est à prendre en compte. Mais l'ensemble des énigmes et la super solution incluse, tout ça tient très très bien la route, tout ça est tout à fait bien foutu, il n'y a pas de problème. Ça la solution d'ailleurs normale. Pardon ? La progression, la logique de la progression, on doit pouvoir la constater avec chaque nouvelle solution. Bien sûr. Bien sûr, oui, ça me semble évident. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, bon, certains l'écrivent en me dénigrant au maximum, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que moi j'ai eu la partie belle puisque j'ai d'abord lu les solutions avant de décrypter les énigmes que j'ai jamais eu à décrypter. Donc en fait, donc pour moi c'est beaucoup plus facile de parler comme ça, mais tout est logique, tout se tient absolument. Quand vous lisez les solutions, vous vous dites le gars il a mouliné, il n'y a pas de doute qu'il a réfléchi, il a fait attention à beaucoup de choses, il a été très attentif à la précision des éléments qu'il fournit, des éléments à trouver, tout est précis. Tout est précis. Diriez-vous que c'était un as du contre-pied qui vous choque? Alors, il y a eu deux questions, un as du contre-pied et est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? C'est ça les deux questions? Oui. Alors, l'as du contre-pied, je voudrais une précision. Qu'est-ce que vous entendez par l'as du contre-pied? Soyez plus précis. C'est toujours dans la logique de progression. Le fait qu'elle ne soit pas devinable, que la suite ne soit jamais devinable sans le processus de décryptage, justement. C'est pour ça que, à mon avis, il était très fort, Max Valentin. Mais contre-pied, prendre le contre-pied de quelqu'un, ça a une signification que je connais, mais là, je ne comprends pas ce que vous entendez par contre-pied. Entre fausses pistes sur lesquelles on peut s'égarer et bonnes pistes. Ah. Dans cette opposition-là. Alors, je vous le redis, cette opposition-là s'est fait jour avec la chasse. Oui, cette chasse au trésor comporte des éléments qui ne sont pas des éléments natifs, mais des éléments construits. Voilà, je suis clair. Okay. Oui, diriez-vous que Alors, d'abord, est-ce que quelque chose m'a choqué? Avant la prochaine question, on m'a demandé si quelque chose m'avait choqué, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que quelque chose que vous trouvez pas tout à fait normal? Non. Dans les réponses. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ok. Je peux pas en dire plus, j'ai pas besoin de commenter. Non.
Je trouve que c'est bien foutu. Honnêtement, c'est bien foutu. Et quand j'ai dit, d'ailleurs, j'étais un peu encore à chaud à ce moment-là, quand j'avais fait entre guillemets, ma déclaration présidentielle. Bon, j'avais un peu chargé la mule, hein, je reconnais, mais c'est rigolo de temps en temps de s'adresser à la population des chercheurs. Mais bon, passons. Quand j'ai fait ça, j'ai dit chapeau Max. Et c'est vrai que quand j'ai lu les solutions, je me suis dit, c'est bien ce qu'il a fait, c'est vraiment bien. Et j'étais encore à ce moment-là dans un état d'esprit un petit peu flottant par rapport au personnage, en me disant que bon, il m'en avait quand même un peu fait voir toutes les couleurs, si j'ose dire, merci l'abbé. Et j'étais un peu quand même encore à me demander vraiment ce que je pensais de Max Valentin, ce que je pensais du bonhomme. Et quand j'ai lu les solutions, des énigmes, je me suis dit, bon, je lui pardonne. C'est bien, ce qu'il a fait, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Donc, il n'y a rien qui me choque. Bon, okay. On peut s'attendre à quelque chose de carré, qui s'emboîte bien. Et... Oui, sur les énigmes, c'est carré, oui, c'est tout à fait carré, ouais. Ok. Diriez-vous que c'est... alors, on est vraiment nul, hein. Non, vous n'êtes pas nul parce que je vais vous dire, je réactive mon écran de téléphone. Oui, il nous écoute. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce qui m'a été envoyé comme solution et comme théorie, j'ai vu des choses qui sont encore plus belles que ce qu'a fait Max. Vraiment. Ouais, mais qui ne mèneront pas à la zone. Pardon? Non, d'accord, c'est pas les bonnes solutions, mais c'est tellement beau que ça participe à la magie de cette chasse. Vous savez, bon, moi dans quelques années, je serai plus là. Vous, ça vous arrivera forcément aussi un jour. Je pense que cette histoire, elle restera. Et je pense qu'autour de cette histoire de la chouette d'or, il y a des théories qui resteront. Il y a des hypothèses qui resteront parce qu'elles sont tellement belles. C'est tellement incroyable. Il y a des coïncidences absolument phénoménales qui ont été trouvées. Je pense que ça restera totalement lié à l'histoire de la chasse. Du coup, donc, moi, je dirais que vous n'êtes pas ridicule. Comment? Oui, mais c'est dangereux pour la personne qui a élaboré ça, parce que si c'est magnifique et que ça colle bien, mais que c'est une pure coïncidence, ça veut dire que le chercheur va rester bloqué indéfiniment là-dedans, parce qu'il va vraiment considérer qu'il est sur la bonne voie, alors qu'en fait, il n'est pas du tout sur la bonne voie. S'il s'adresse à moi, il sait que c'est une coïncidence, parce que je suis quelqu'un d'honnête et que je lui fais comprendre qu'il n'est pas, sur la bonne voie. Mais au-delà de ça, ouais, mais au-delà de ça, ça veut dire que, contrairement à ce que la question que vous avez posée, les joueurs ne sont pas ridicules. Ça n'est pas ridicule et on peut pas le dire comme ça. Ce processus de chasse au trésor provoque à la fois une passion de gens qui veulent absolument trouver, qui se concentrent sur la solution, mais aussi débloque des tas de capacités chez beaucoup à échafauder des théories, à trouver des concordances qui sont proprement phénoménales par moment. Il y a des choses qui sont superbes. Je peux pas le dire mieux, et ça c'est plus que respectable. Ça n'est même pas anecdotique. Ça fait partie et ça fera toujours partie de l'histoire de la chasse, parce que ces histoires-là resteront. Ces histoires à l'intérieur de l'histoire, ces théories qui sont pas bonnes mais qui sont très belles resteront. Comment? J'entends plus là. Il y a quelqu'un qui a entamé une question, mais ça a coupé, effectivement. Ouais.